Bonsoir et merci de nous rejoindre dans notre édition spéciale élection provinciale. La province sud change de capitaine à la barre pour l'ultime mandature. L'avenir en confiance au lendemain de sa victoire au provincial et à quelques jours de l'élection des présidents des assemblées de province. L'invité de cette édition est Sonia Baquès, tête de liste de l'avenir en confiance. Bonsoir. Bonsoir. Et à tout à l'heure. C'est la surprise de cette élection, l'irruption de l'éveil océanien dans l'échiquier politique local, liste communautaire. À dominance wallisienne et futunienne, l'éveil océanien obtient 4 sièges dont 3 au Congrès. Et de 5 pour Paul Néautine, une 5e mandature sous les couleurs de l'UNI. Paul Néautine qui reste le patron d'une province à majorité indépendantiste. Et puis aux îles, les non-indépendantistes toujours absents de l'institution provinciale. Les équilibres se font à la faveur de leurs adversaires, mais entre Lucé et le Palika, la feuille de route commune est à trouver. Ce sont les principaux enseignements des élections provinciales, la victoire nette de l'avenir en confiance aux dépens de Calédonie Ensemble en province sud, le maintien d'une majorité loyaliste au Congrès et l'émergence d'une nouvelle force communautaire incarnée par l'éveil océanien. Le point avec Éric Dufour. Premier enseignement de cette consultation, la participation est la plus faible de toutes les élections provinciales depuis 30 ans. 66,06%, c'est 4 points de moins que pour les provinciales de 2014 où la participation avait été de 70%. En province sud, l'enseignement majeur réside dans la défaite de Calédonie Ensemble qui cède les rênes de l'Assemblée à l'avenir en confiance. Grand vainqueur de ce scrutin, avec plus de 40% des suffrages, l'alliance conduite par Sonia Baquès rassemble plus du double des voix de Calédonie Ensemble qui totalise 18,49% des voix. Le FLNKS maintient ses 7 sièges et la bonne affaire revient à la liste communautaire L'éveil océanien. 4 élus à la province et 3 au Congrès. Milakolo Tukumele a réussi son pari alors que toutes les autres listes sont restées sous la barre des 5%. En province nord, l'Uni de Paul Néautine a encore une fois pris le dessus sur l'Union calédonienne et ses deux NKS totalisent 19 sièges sur 22. Calédonie Ensemble disparaît de l'Assemblée nordiste et la liste Agissons pour le Nord, tirée par Alcide Ponga, crée la surprise en remportant 3 sièges. Dans la province des îles Loyauté, l'Union calédonienne a eu du mal à rassembler autour de la tête de liste Jacques Lallier. 6 sièges seulement pour Lucé, le Palika progresse en passant de 2 à 4 sièges. Dynamique autochtone et le Parti travailliste complètent l'hémicycle provincial avec 2 sièges chacun. Pour ce qui concerne le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, l'écart se resserre entre le bloc loyaliste qui obtient 28 sièges et la famille indépendantiste qui en totalise 26. L'avenir en confiance rassemble ainsi un tiers des élus du boulevard Vauban. Calédonie Ensemble n'aura plus que 7 élus et avec 3 sièges, l'éveil océanien se place en force d'appoint et sera forcément très courtisé pour composer des majorités. Les indépendantistes n'ont jamais été aussi près de la majorité. Ils ont souvent composé avec Calédonie Ensemble pendant la précédente mandature et ils devront s'adapter au cas par cas pour voter des textes avec des majorités de circonstances. Et puis grand vainqueur de ces élections, l'avenir en confiance, qui prend le pouvoir en province sud avec 20 sièges sur 40 et disposera de 18 sièges au Congrès. La liste d'union conduite par Sonia Baquès devient la première force politique calédonienne. Une victoire qui s'est dessinée très tôt dans la soirée, c'était hier. Ambiance au QG Nouméa avec de l'avenir en confiance, avec Olivier Joneman et Nicolas Fasquelle. Il est 19h au quartier général de l'avenir en confiance et rien ne laisse encore présager la victoire. Sonia Baquès, suspendue à son téléphone, reçoit dès 19h30 des nouvelles encourageantes. La liste qu'elle conduit arrive en tête en province sud. Des résultats partiels confirmés 2 heures plus tard. Les militants exultent. On est tellement heureux, c'était inespéré, et on est vraiment très très contents, on a bien travaillé, formidable. Et les Calédoniens et la Calédonie nous fait confiance. Les politiques, ils n'ont toujours pas forcément joué le jeu, mais aujourd'hui, quand ils se réunissent, on voit la différence. J'ai été pendant 12 ans à Calédonie Ensemble, mais les 3 dernières années, on ne pouvait pas accepter cette politique dirigiste qui pesait sur le pays. Ça a été une mandature difficile, où là, vraiment, les gens ont souffert, parce que la vie chère, parce que l'économie en berne, l'emploi en berne, enfin bon, voilà, je pense que c'est cette souffrance qui donne ce sursaut, rien que ça. Je n'ai pas pu voter, je n'ai pas le droit de voter, mais je suis contente pour ce pays.
Les colistiers sont au comble du bonheur. Leur stratégie unitaire est couronnée de succès, une forme de revanche sur la division et la déroute de 2014. Cette victoire, c'est la victoire de l'Union. C'est tous ensemble qu'on a réussi ça et c'est important. C'est important aussi que le Congrès reste loyaliste. Je pense que vraiment, c'était l'enjeu de cette élection. Un Congrès loyaliste et une province sud, avenir en confiance, c'est vraiment l'espoir d'un avenir en confiance. Dès demain, on va préparer cette majorité loyaliste au Congrès. Il faut absolument que le Congrès reste non indépendantiste. On va tendre la main à tous les élus non indépendantistes du Congrès pour stabiliser nos institutions. Et les Calédoniens ont demandé de changer de politique à la province, changer de politique au gouvernement, et on mettra en place ce pour quoi on a été élus. Et notre objectif, c'est de redonner enfin espoir aux Calédoniens, et on peut y arriver, on va y arriver. Le triomphe de l'avenir en confiance devrait s'estomper cette semaine au profit d'une attitude plus conciliante à l'adresse de ses adversaires, car le camp loyaliste est condamné à s'entendre s'il veut garder la majorité au Congrès. Et pour parler de cette victoire et de la stratégie de l'avenir en confiance pour cette mandature, Sonia Baquès, merci d'avoir accepté notre invitation. 20 sièges en province sud, ce n'est pas 21 pour être majoritaire. Est-ce un handicap ? Non, 20 sièges, c'est une énorme victoire. Je remercie les électeurs qui nous ont fait confiance. 20 sièges, c'est la majorité à la province. Je rappelle que ça fait 20 ans que ce n'est pas arrivé d'avoir 20 sièges ou plus à l'Assemblée de province. C'était en 99 avec le RPCR la dernière fois, donc c'est historique. C'est historique parce qu'il y a eu, je crois, un marqueur d'une vraie volonté de changement de politique, et c'est ce qu'on a incarné, de changement, de renouvellement et de clarté dans les propos sur l'avenir institutionnel. Alors vendredi, l'élection du président et des vice-présidents à la province sud. Allez-vous accorder des postes aux autres membres de votre famille politique ? Alors c'est un peu tôt pour en parler. Vous avez déjà commencé les discussions ? On a effectivement, on l'a dit dès les résultats sont tombés, on a tendu la main aux autres formations qui ont appelé à voter non au référendum, Calédonie Ensemble et l'éveil océanien. On a des discussions qui démarrent pour savoir comment stabiliser les institutions, parce que on l'a dit pendant toute cette campagne, la Calédonie va mal, les Calédoniens ont beaucoup souffert ces dernières années. Ils ont là très clairement donné un signal de volonté de changement. Il faut que ce changement se mette en place à la province sud, où effectivement nous avons une majorité assez large, mais également au Congrès et au gouvernement. Donc on a les discussions avec Milakulo Tukumuli pour l'éveil océanien, et puis Calédonie Ensemble, donc, qui démarre. Je crois qu'on a tous intérêt à ce que les Calédoniens se retrouvent dans ce résultat, et que ce résultat se traduise dans les institutions. Est-ce que vous comptez devenir la présidente de la province sud ? Je serai candidate vendredi à la présidence de la province sud. Alors, la même question se pose au Congrès. Vous avez 18 sièges. De quelle manière vous allez discuter justement au sein de la famille loyaliste pour conserver cette majorité stable que tout le monde appelle, enfin, du moins dans votre camp, appelle de ses voeux ? Alors, c'est vrai qu'au Congrès, la situation finalement est assez simple, puisque les loyalistes ont 28 sièges en tout. Si on fait le total des voix de l'avenir en confiance, qui en a 18, de Calédonie Ensemble, qui en a 7. Vous êtes sûr des deux autres qui sont dans le... Oui, tout à fait. On a eu des discussions avec Alcide Ponga et Pascal Montagna, qui sont élus pour la liste Agissons pour le Nord, qui siégeront à l'avenir en confiance. Donc on a 18 sièges au Congrès, 7 pour Calédonie Ensemble, 3 pour l'éveil océanien. Et en fait, pour conserver cette majorité, il faut bien que tout le monde se mette d'accord pour avoir une majorité pour élire un président du Congrès loyaliste et un président du gouvernement loyaliste. Donc c'est bien l'objectif, et en fait aucune voix ne peut manquer pour réussir à conserver cette majorité. Donc c'est la responsabilité de chacun de faire le nécessaire pour trouver des équilibres, pour conserver la majorité loyaliste au gouvernement et au Congrès. Alors justement, ces deux rendez-vous-là, c'est demain. Est-ce que vous avez déjà commencé aussi à discuter dans votre famille politique sur ces deux institutions-là ? Oui, alors, dans le mode de fonctionnement, nous, on ne souhaite pas, contrairement à ce qui a pu être fait dans ces dernières années, exclure qui que ce soit des discussions. Vraiment, on a, je crois que, et je l'ai dit à plusieurs reprises, il y a des Calédoniens qui ont voté pour le programme de Calédonie Ensemble, des Calédoniens qui ont voté pour le programme de l'éveil océanien et pour les autres listes. Très clairement, notre projet est arrivé largement majoritaire, mais il faudra qu'on discute avec tout le monde. En ce qui concerne l'avenir en confiance, tout ça se fait dans une unité absolue et sans faille. Alors maintenant, sur la sortie de l'accord, vous avez beaucoup entendu pendant la campagne discuter avec les indépendantistes sur l'organisation du deuxième référendum. Est-ce que sur le sujet, il y a une méthode Baquès ?
Alors, il n'y a pas de méthode Backès. J'ai toujours été, et je crois que mes partenaires adversaires indépendantistes respectent ça, très respectueuses de leur opinion. On peut être en désaccord sur les idées, mais respecter les hommes, c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Mais il faut aussi assumer et ne pas avoir honte de ses convictions. Et on est là, nous, dans les discussions sur l'avenir institutionnel, on sera là pour défendre les 57% de Calédoniens qui ont voté non à l'indépendance. Ça veut dire qu'on l'a dit pendant cette campagne et on le fera quand les discussions commenceront. On aura des dossiers qu'on portera. Le corps électoral, c'est un sujet qu'on ne peut pas balayer du revers de la main. On doit traiter le problème des 41 000 personnes. Il y en a beaucoup qui se sont aperçus qu'elles ne pouvaient pas voter à ces élections-là, qui sont exclues. On doit traiter la question de la clé de répartition. Et puis le fondement de notre projet qu'on posera aussi sur la table pour construire ce prochain statut, c'est le fait que tous les Calédoniens soient traités au même niveau et qu'il n'y ait pas une ethnie qui prenne le dessus sur les autres. C'est fondamental pour nous. Les indépendantistes auront des projets à poser sur la table. Il faudra les traiter aussi. Et donc, si méthode Backès il y a, c'est pas le cas, mais c'est de traiter en toute transparence tous les sujets de manière à ce que chacun s'y retrouve. Je crois qu'il ne s'agit pas simplement de dire il y a une légitimité qui est plus légitime que les autres. Non, on est tous légitimes, les indépendantistes, les non-indépendantistes, et on doit tout aborder. Et si on veut arriver à trouver une solution, il faut le faire sereinement. Sonia Backès, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Chez les loyalistes, à présent, Calédonie Ensemble subit un revers retentissant en province sud. La liste Calédonie Ensemble, tirée par le député Philippe Gomez, perd presque la majorité de ses suffrages. Les communes de Brousse n'échappent pas à cette sanction, ni le Nord, où la liste du sénateur Gérard Poidien ne sera plus représentée à l'Assemblée provinciale. Le reportage de Bernard Lassos et de José Solia. Pas de suspense dès la fermeture du scrutin. Au QG, sur les plateaux télé, l'échec électoral de Calédonie Ensemble pouvait se lire sur les visages. C'est fait, c'est râpé, oui. C'est fait, c'est râpé, oui. Aussitôt dans la soirée ? Merci Martin. D'après ce qu'on entend parler, j'ai eu Philippe tout à l'heure, il m'a dit que c'était foutu, quoi. Les chiffres sont têtus chez les militantes chargées de collecter les résultats. La tendance s'orientait inéluctablement à la baisse. Le parti de Philippe Gomez a perdu 11 500 électeurs par rapport au provincial de 2014. On a fait la campagne qu'il fallait, à la fois sur le terrain, on a fait des centaines de réunions, à la fois médiatiques, à la fois sur les réseaux sociaux. On est toujours resté droit dans nos bottes, on a été fidèle à notre philosophie. Donc écoutez, à la fin, il y a certainement, oui, un peu de tristesse, mais pas de regret. La chute est rude. Aucun siège pour les listes Calédonie Ensemble dans les îles et le Nord. 9 élus en province sud contre 16 en 2014. Remise en question d'une politique du dialogue et surtout, selon son président, la naissance d'une forme de radicalité dans l'opinion. Ce résultat, il illustre plusieurs choses. La première chose, c'est une radicalité qui s'est exprimée chez une part de la droite non indépendantiste que les Calédoniens ont plutôt soutenue. Une radicalité anti-canaque, anti-indépendantiste. Et nous, on avait un message qui a été probablement moins audible, un message de paix, vivre ensemble, respect, trouver des équilibres, etc. Et dans une ambiance plutôt radicale, ce message-là a moins porté qu'il ne porte depuis l'origine, puisqu'on porte le même message depuis 2004. Au Congrès, Calédonie Ensemble ne sera plus que le 4e parti, avec 7 représentants seulement, du jamais vu en 15 années d'existence. Puis lors du référendum du 4 novembre 2018, la forte mobilisation des électeurs avait notamment profité aux indépendantistes pour ces provinciales. La faible participation, 66,4% de votants, ne permet pas au FLNKS de concrétiser son projet de majorité au Congrès. Mais l'écart se réduit aussi entre loyalistes et indépendantistes. Explication d'Ève Rayonasson et Cédric Michaud. Des résultats scrutés à la loupe en province sud. Circonscription dans laquelle le FLNKS espérait remporter des sièges en plus pour être majoritaire au Congrès. Finalement, les indépendantistes progressent d'un siège boulevard Vauban et sur l'ensemble du territoire, le FLNKS conserve ses équilibres. Toujours 7 sièges dans le sud, sans le parti travailliste et malgré la présence du MNIS. Pour nous, ces provinciales devaient être le tremplin ou le prolongement du référendum de 2018. Donc on avait mis plusieurs barres, une haute et une courte, puisque l'objectif pour nous c'est d'avoir au moins 18 sièges au Congrès pour pouvoir continuer la suite. Et puis, il y a la victoire de l'avenir en confiance, suivie
commentée et analysée tout au long de la soirée. Pour ces indépendantistes, il ne s'agit là que d'une révolution de palais à droite, une alternance côté loyaliste qui n'impacte en rien la progression des indépendantistes au Congrès. Venir en confiance qui semble triompher. Moi j'ai pensé qu'il s'agissait seulement d'une révolution de palais et que, historiquement, tous ces partis de droite dans la droite ligne de l'ancien grand parti de Jacques Lafleur n'avaient fait que du fractionnisme politique pour à chaque fois jouer une forme d'alternance. Autre satisfaction pour le FLNKS, les îles. Comme en 2014, les indépendantistes ont fait carton plein. Voilà, observateur de la vie politique locale et historien, Luc Steinmetz et Louis-José Barbançon. Messieurs, bonsoir. Bonsoir Thérèse. Alors, un commentaire chacun sur la séquence politique qui s'ouvre. La victoire de l'Avenir en confiance, est-ce la victoire de la radicalité? Vous l'avez entendu tout à l'heure, comme le dit Philippe Gomez. Pourquoi la victoire de la radicalité? C'est la victoire d'un parti qui, dans le contexte actuel, il ne faut pas oublier qu'on se situe après le référendum, dans une période d'incertitude, a voulu, par ses positions, lever ces incertitudes. Et puis en même temps, compte tenu aussi de la situation économique, c'est la victoire d'un parti qui a reproché à l'équipe sortante trop de dirigisme et qui a proposé une alternative, je dirais pas totalement libérale, mais moins dirigiste, de manière à un peu mieux desserrer les étaux qui pèsent actuellement sur les producteurs et en particulier avec l'espoir d'effets positifs sur la cherté de vie en particulier. Louis-José Barbançon, la victoire de l'Avenir en confiance, l'alternance, toujours dans la famille loyaliste depuis 2004 par exemple? Ce que je trouve intéressant pour ce mouvement, c'est que ce n'est pas une victoire personnelle de la tête de liste, c'est la victoire d'une équipe qui apparaît soudée. Je crois que c'est important pour l'avenir. Maintenant, il est clair aussi que cette équipe, elle a remplacé l'équipe dialogue dont il ne reste, pour ainsi dire, plus que M. Santa. C'est l'équipe force de frappe là, qui l'a emporté. Donc, le bémol que je mettrai à titre personnel, c'est que une grande partie de l'électorat est composée de gens qui ont voté non à l'accord de Matignon et qui ont voté non à l'accord de Nouméa. Donc, si je devais résumer, je dirais que c'est un triomphe électoral, un triomphe démocratique, on ne peut pas dire autre chose, mais moi je fais partie de ceux qui pensent que c'est aussi une victoire de la régression. Une victoire de la régression, Luc Steinmetz. Écoutez, il n'y a que l'avenir qui pourra dire si c'est une victoire de la régression. Mais j'ai noté que depuis hier, beaucoup de voix s'étaient élevées du côté des leaders de Calédonie Ensemble pour rappeler d'abord le rôle que leurs partis respectifs, parce que pour l'instant c'est une alliance de plusieurs partis, n'avaient jamais manqué au dialogue et qu'ils étaient absolument prêts à ouvrir ce dialogue, mais dans des bases peut-être nouvelles par rapport à ce qui avait pu être mené depuis ces derniers temps. Louis-José Barbançon, le FLNKS qui n'arrive pas à exploser le plafond de verre pour s'imposer au Congrès, qui n'arrive pas à asseoir une majorité, la faute à qui? À l'abstention. Il y a l'abstention et il y a la division aussi, parce que si on prend dans le Sud et qu'on rajoute les voix de M. Vudjou et les voix du Parti travailliste, peut-être que le FLNKS fait un siège de plus. Mais à qui le prend-il? J'ai pas eu le temps de faire les calculs. Mais il y a aussi certainement la composition des listes, qui a certainement déçu un certain nombre de personnes, et la dynamique de la campagne qui n'a pas du tout été la même par rapport à la dynamique de la liste arc-en-ciel en 2014. Le casting, Luc Steinmetz. C'est-à-dire que oui, le casting a peut-être joué, en particulier sur la tête de liste des îles, mais là on peut dire que ça n'a pas entamé le score global des indépendantistes sur les îles, c'est évident. Mais par contre, lorsque Louis-José disait que finalement il y a du côté des indépendantistes une division en liste qui a fait perdre sans doute des sièges, mais c'est vrai aussi dans l'autre camp.
C'est vrai dans les deux camps. Donc je crois que dans les deux cas, les divisions ont existé. Et au total, si elles n'avaient pas eu lieu, on aurait à peu près été au même niveau de résultat. Alors messieurs, que pensent les électeurs maintenant du vote, des victoires ou des échecs des uns et des autres? Un petit tour d'horizon de parole d'électeurs en province sud. Je suis très contente du résultat, bien que normalement je ne devrais pas être concernée puisque je fais partie de tous ces gens qui n'ont pas eu le droit de voter, alors que j'ai le droit de payer des impôts, j'ai le droit d'investir dans le pays, mais je n'ai pas le droit de voter. Donc j'espère que ça va changer un jour. Il y a un sujet qui est très important, c'est aujourd'hui la jeunesse, où on doit s'en occuper en priorité, parce que c'est un problème, c'est un souci majeur qui est récurrent et qu'il va bien falloir résoudre. Donc je pense qu'on devrait s'atteler sur ce sujet déjà à bras-le-corps, y compris toutes les composantes de la majorité de l'Assemblée territoriale. J'espère qu'il y aura un changement par rapport aux jeunes d'ailleurs, aux jeunes du pays qui montent pour leur formation. J'espère qu'ils arrivent ici, ils ont quelque chose. J'espère que ça va avancer. Les gens d'ailleurs, la métropole qui viennent, ils ont déjà leur place. Et nous, on a besoin des jeunes d'ici, ceux qui ont été formés en France, donc ils ont leur place ici. Moi, je voudrais saluer déjà l'arrivée du petit poussé, l'éveil océanien. Et tout ce que moi je souhaite, c'est que voilà, ils partagent dans l'échiquier politique local toutes les valeurs qui sont les nôtres, les valeurs océaniennes. Alors le petit poussé, justement, on en parle. C'est l'autre surprise du scrutin, un parti communautaire qui entre au Congrès, la percée de l'éveil océanien. Tout nouveau parti représentatif de la communauté wallisienne et futunienne arrive en 4e position en province sud, juste derrière les formations traditionnelles. Le point avec Coralie Cochin et Patrick Nicard. Milakulo Tukumuli a été accueilli en véritable messie hier soir au Falefono de Païta. Avec plus de 8% des suffrages, son parti, l'éveil océanien, décroche 4 sièges à la province sud. Un tour de force spectaculaire pour ce petit poussé, né il y a tout juste 2 mois. La communauté elle a besoin de s'émanciper politiquement. Et ce besoin-là, la réponse, elle est là aujourd'hui. C'est que j'avais vu juste. Pas pour dire j'ai raison ou pas, mais c'est une moment de gaz. Je suis juste venu mettre l'étincelle, en fait. 30 ans après l'émergence de l'Union océanienne, l'éveil océanien reprend le flambeau de la liste communautaire. Son ambition, ouvrir les institutions aux membres de la communauté wallisienne et futunienne, qui représentent près de 10% de la population. Je suis très contente, on a milité depuis le début, on était avec le parti l'éveil océanien. Aujourd'hui, voilà, le résultat il est là, avec tout ce qu'on a fait depuis le début, avec le président Milakulo Tukumuli, avec tous ceux qui l'ont suivi, merci, merci et merci. Et la victoire aussi bien sûr, aussi pour nous, la communauté, mais c'est aussi la victoire pour tout le monde. Si les voix perdues par Calédonie Ensemble semblent profiter à l'éveil océanien, son ascension fulgurante est aussi observée de près par l'Avenir en Confiance et Willy Gatuo, le maire de Païta, où la liste arrive à la 2e place avec 19% des voix. Les Wallisiens futuniens sur Païta représentent 35% des électeurs. Peut-être que le maire de Païta aurait dû se présenter dans la liste l'Avenir en Confiance, mais comme vous le savez, j'ai fait un choix, celui de ne pas cumuler. Païta mérite un maire à plein temps, et c'est le choix que j'ai fait. Avec 3 sièges au Congrès, le jeune parti pourrait bien jouer les faiseurs de roi pour l'élection du président le 24 mai. Dès l'annonce des résultats, les tractations avaient déjà commencé en coulisses. 8,56% des voix, c'est l'excellent score réalisé hier par l'éveil océanien, parti créé en mars dernier par Milakulo Tukumuli. Un résultat qui a surpris tout le monde, sauf lui. Un bon mathématicien, ce futunien de 34 ans, avait estimé à raison qu'il pouvait espérer un fort soutien de sa communauté et donc des sièges à l'Assemblée de la province sud et au Congrès. Son portrait par Caroline Antich-Martin et Christian Favnek. Cité de la Nouvelle-Calédonie à Nouméa, que Milakulo Tukumuli, docteur en mathématiques, aurait dû faire carrière. C'était un rêve que j'avais, même à mon retour. C'était celui de pouvoir, à mon tour, être maître de conférence dans cette université qui, en gros, m'a fait naître. Donc c'était boucler la boucle, en quelque sorte, de revenir ici. Ça n'a pas pu se faire, mais d'une certaine manière, la volonté, c'était de participer à la construction de la Nouvelle-Calédonie. Si ce n'est pas au niveau de l'éducation, au niveau de l'enseignement supérieur, ce sera au niveau de la politique.
Mila Coulot, née le 19 octobre 1984 à Thio, un mois avant le début des événements. Il y grandit entre un papa chauffeur d'engin à la SLN, une maman au foyer et ses 3 frères. Une enfance heureuse, marquée néanmoins par des tensions entre jeunes de son village. Je me rappelle, je voyais sur les murs Kanaki 98, c'était un moment, c'était un slogan à ces époques-là. Kanaki 98, Wallis dehors, ça ce sont des images que j'ai encore de ma jeunesse et de mon enfance surtout. Bonne élève, douée en maths, Mila Coulot quitte Thio à 15 ans pour poursuivre ses études à Nouméa. Ce qui va me donner cette force d'aller plus loin dans les mathématiques, c'est ma rencontre avec Elie Pogoun, Juvena. Parce que pendant ces 3 années au lycée, il va devenir mon modèle, mon exemple, tant sur le plan humain que sur le plan professionnel. Après le bac, Mila Coulot passe une licence à l'UNC, puis obtient une bourse pour étudier en métropole. Il en revient 7 ans plus tard avec un doctorat en mathématiques. Hélas, à son retour, il n'obtient pas le poste dont il rêve et finit par se lancer dans le BTP avec ses frères. Maintenant, on en a plusieurs, des sociétés. Un emploi entre une trentaine et 40 d'employés. Dans le même temps, Mila Coulot fréquente assidûment le foyer wallisien et tombe amoureux de sa culture. Il y a une petite pièce manquante, c'est celle qui me manquait avec ma communauté. Et c'est celle que j'ai trouvée en venant ici au foyer wallisien et foutounien. Auprès des coutumiers, il s'initie également à la politique et arrive doucement mais sûrement à la conclusion qu'il doit créer un mouvement pour porter la voix de sa communauté dans les institutions. Certaines personnes pensent que je suis jeune pour m'intéresser à la politique parce que j'ai que 34 ans et aujourd'hui l'éveil océanien fait son entrée en politique quand même de manière un peu fracassante quand même, avec 4 sièges à la province sud, donc 3 sièges à l'Assemblée du Congrès. Mila Coulot, Tukumuli, une identité remarquable avec laquelle il faudra désormais compter. S'émanciper politiquement pour l'éveil océanien, Luc Steinmetz, comment comprenez-vous cette affirmation de Mila Coulot, Tukumuli ? Quand on l'écoute, on a l'impression au départ que c'est parti sur un regret, une déception de ne pas avoir été embauché à l'université de la Nouvelle-Calédonie. On a l'impression que c'est ce qui l'a motivé. Mais en même temps, il y a cette redécouverte identitaire qu'il a expliquée et qui est peut-être le fondement le plus important de son choix de se lancer en politique. Mais on est tout de même dans un pays où le communautarisme est en principe en contradiction avec le destin commun. Dans la mesure où ce destin commun, c'est le fait que tous ceux qui se sentent citoyens de la Nouvelle-Calédonie, à quelque ethnie qu'ils appartiennent, sont dans le même troupeau finalement et avancent ensemble. Alors, oui, non, mais quand je dis troupeau, c'est au sens positif. C'est au sens positif, c'est-à-dire un groupe qui avance, bien sûr. Il ne faut pas imaginer autre chose dans ma pensée. Alors, ce que je voulais dire, c'est que Mila Coulot, en définitive, il a fondé son mouvement sur quelque chose qui est très identitaire. Mais je fais remarquer tout de même, il a l'air de dire que les Wallisiens et les Foutouniens n'ont pas été pris en compte jusqu'à présent. Je fais remarquer que depuis des années, plusieurs mandatures, que ce soit à l'Assemblée territoriale, au Congrès du territoire ou de la Nouvelle-Calédonie, il y a toujours eu des élus wallisiens et foutouniens qui ont siégé. Mais maintenant, c'est une réalité. Il est là. Il a constitué la surprise. Il représente 4 élus à l'Assemblée de la province sud et 3 au Congrès. Et il faudra faire avec. Je note pour terminer qu'il a déclaré tout au long de sa campagne électorale qu'il se situait pour la Nouvelle-Calédonie dans la France, dans ce combat. Alors maintenant, il faut dérouler ses promesses au travers de la totalité de la mandature. Louis-José Barbançon, l'émancipation politique de cette communauté wallisienne et foutounienne incarnée par l'éveil océanien, qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien d'abord, la première chose que me vient à l'idée, c'est que ça devait arriver. Il devait bien arriver un moment où il y avoir la conjonction de l'arrivée d'une équipe jeune, dynamique, diplômée, ambitieuse, et en même temps indépendante financièrement. Ça n'était pas trop arrivé jusque-là, et aussi respectueuse des vieux et de la tradition. Et quand on connaît un tout petit peu le milieu wallisien foutounien, on voit bien que dans la composition de la liste, par rapport aux grandes familles, etc., on voit que tout ceci a été pensé. Et je répète que, bon, c'est normal, le focus est mis sur le leader.
Hein, et de toute façon, dans la tradition soignenne, il y a le chef, Kalmana, etc. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même aussi une équipe. Et ça, c'est quelque chose dont il faudra tenir compte. Tout le long de leur campagne, ils ont pas arrêté de déclarer, de passer des images dans lesquelles ils montraient qu'ils souhaitaient être un parti charnière. Ils le sont. Mais être un parti charnière, ça donne des droits, mais ça donne surtout des devoirs et des responsabilités. Et c'est maintenant qu'ils seront jugés. Non pas, moi je ne les jugerai pas sur le fait qu'ils choisissent un camp par rapport à l'autre. Hein, pour moi, le jugement, il n'est pas là. Le jugement est de savoir, dans la construction du pays ou dans les réformes qu'il y a à faire, quelles seront leurs positions. Voilà. Alors nous l'évoquions en début d'édition, la nette érosion de Calédonie Ensemble qui s'est traduite en brousse et singulièrement à la fois dans la commune de Philippe Gomès. Le mouvement a perdu un quart de ses électeurs. Le point sur cette situation avec Antoine Le Teneur et Claude Lindor. Il y a 30 ans, lorsqu'il était parachuté à la fois, Philippe Gomès n'était qu'un jeune Nouméen plein d'ambition. Hier, c'était l'ancien maire, mais aussi le chef du parti hégémonique de la commune, qui revenait voter. La faconde habituelle, mais à certains regards détournés, salutations un peu plus froides, le leader de Calédonie Ensemble avait bien compris que sa liste allait être sérieusement secouée. Bilan de campagne avant les résultats. J'ai l'impression que beaucoup sont restés dans leur zone de confort. Le FLNKS, en parlant des référendums, on va accéder à Kanaki, donc en déroulant une rhétorique très classique, mais très politicienne au total. Les autres non-indépendantistes en faisant croire que finalement, avec un référendum un peu plus vite, on allait purger la question d'indépendance. Donc je trouve que chacun est resté dans son précaré électoral, mais n'a pas véritablement hissé le discours, à mon sens, à ce qui relève des véritables enjeux de cette dernière mandature de la Cordonnière. Le leader reparti sur Nouméa, confirmation de ce qu'il avait prévu. L'avenir en confiance, 568. Calédonie Ensemble pour un avenir du pays dans la paix aux couleurs de la France, 727. Sur ces terres, Calédonie Ensemble, 34% contre 58% au provincial de 2014. Pour l'opposition municipale, minoritaire et désormais aux couleurs de l'avenir en confiance, un gain de 10% de voix. Ça confirme la tendance que l'on a eue tout au long de cette campagne, avec une volonté de la part des Calédoniens de changer la politique qui était menée actuellement par l'équipe en place. Et aujourd'hui, on a cette confirmation ce soir. Donc effectivement, c'est une satisfaction, notamment à la fois. Certes, il y a eu un report des voix Calédonie Ensemble vers l'avenir en confiance, mais l'abstention et les nouvelles listes ont contribué à l'essoufflement du parti de Philippe Gomès. La démocratie nous permet d'avoir de nombreuses listes. Il y avait 11 listes en lice. Et bien sûr, je pense que les autres listes ont pris quelques voix à Calédonie Ensemble. Je pense que vraiment les listes, je pense à Éveil Océanien, mais bien d'autres, nous ont pris quelques voix. Et c'est logique, la démocratie s'est exprimée. À la fois, Calédonie Ensemble a mieux résisté qu'ailleurs, mais ces résultats confortent aussi une opposition loyaliste dont les ambitions seront bientôt communales. Alors, nous reviendrons dans quelques instants sur cet effritement de l'électorat de Calédonie Ensemble, mais tout de suite, pas de surprise. Nous allons dans le Nord, pas de surprise pour le renouvellement de l'Assemblée de la province Nord. L'UNI et l'Union calédonienne terminent au coude à coude et le camp loyaliste perd un siège. Le reportage de Gilbert Ayawa et de David Sigal. 5e mandature à la tête de la province Nord, vraisemblablement pour Paul Néautine, l'un des 3 signataires de Matignon avec Victor Tutugolo et Caroline Régnier-Machoro. L'objectif des indépendantistes reste la majorité au Congrès. La méthode de gouvernance qui a fait ses preuves ici pourrait peut-être servir là-bas. Beaucoup de choses existantes aujourd'hui sont le résultat de notre gouvernance. Bien entendu, en siégeant avec l'ensemble des 22 élus, et à chaque mandature, nous avons réussi à en délibérer presque tout le temps à l'unanimité. Donc c'est le partage des orientations politiques publiques, de la gestion de la province qui fait que le bilan était partagé. Et donc sans doute que nos concitoyens l'ont reconnu.
Daniel Goua et l'Union calédonienne espéraient un retour aux affaires en comptant sur le phénomène d'usure, un rajeunissement des cadres et une forme nouvelle de gouvernance. En prenant acte du résultat, ils se projettent déjà eux aussi vers le Congrès en restant proches de la base militante. C'est l'organisation sur le terrain, c'est eux qui le font. Donc je leur remercie et là je suis évidemment fier du résultat, de la confiance que me portent les populations calédoniennes. C'est quand même pas rien d'avoir 9 sièges à la province Nord, c'est quelque chose qu'il faut apprécier à sa juste valeur. Gérard Poidja et De Colistier ne sont pas réélus, ils sont remplacés numériquement par Alcide Panga, Pascal Montagna et Wilfried Wess. La droite calédonienne perd un siège, mais continue de travailler avec les indépendantistes. On l'a annoncé pendant la campagne, on a annoncé à l'ensemble des villages où on est passé qu'on viendra pour être constructif, pour être force de proposition et pour contribuer au développement continuel de la province Nord qui a été géré déjà par les mandatures précédentes. Donc on amènera notre petite touche et si on peut apporter un plus, on y contribuera. L'élection du président de l'Assemblée de la province Nord se fera vendredi prochain, 17 mai. Louis-José Barbanson, Paul Néautine conserve la province. Cela fait quelques mois que l'Union calédonienne, quelques fois déjà, que l'Union calédonienne essaie de s'imposer et n'y arrive pas. La réussite de l'UNI, comment l'expliquez-vous ? C'est la réussite d'une histoire. C'est la réussite d'une histoire et d'une gestion. Et on s'aperçoit que les choses ne bougent pas beaucoup. Je vous rappelle que la dernière fois, l'écart entre Paul Néautine et Gilbert Thuyennan était de 639 voix. Là, il est de 641 voix, ou le contraire. Donc c'est exactement le même écart. C'est-à-dire que, d'ailleurs, en interne de l'UC, tous ceux qui disaient que quelqu'un qui venait du sud de la province ne pouvait pas gagner le nord de la province, là, le résultat, il est exactement la même chose. Ensuite... même s'il y a du côté de l'UC des résultats étonnants, le résultat de Koné, par exemple. Alors vous avez l'infographie pour voir un peu la répartition des voix en province Nord. Sur le Nord, je peux rapidement faire remarquer que, comme le disait Louis-José, c'est vrai qu'entre l'UC et l'Unipalica, c'est à peu près le même écart qu'en 2014. Ce qui a fait la différence cette fois-ci, c'est que Calédonie Ensemble n'est pas passé la barre, et que, du coup, le siège qui aurait dû aller à Calédonie Ensemble est allé au Palika. Et finalement, c'est ce qui a permis au Palika d'être majoritaire, 10 sièges contre les 9 de l'UC. Il faut préciser que Calédonie Ensemble loupe la barre de 20 voix. Hein. Voilà. Alors justement, Calédonie Ensemble qui disparaît, est-ce que, messieurs, c'est la faute à l'unité qui n'a pas fonctionné au moment de la constitution des listes? On peut quand même l'imaginer, mais il faut rappeler quand même rapidement, il ne faut pas trop revenir sur le passé, mais si ça a échoué, c'est parce qu'au départ, les exigences de Calédonie Ensemble se fondaient sur le nombre de sièges qu'ils avaient fait en 2014. C'est-à-dire qu'ils voulaient, dans les 4 premiers, avoir 3 élus à eux-mêmes et en laisser un seul à l'Avenir en Confiance qui est là-bas, agissant pour le Nord. Mais finalement, le résultat a prouvé que c'est exactement le contraire qui s'est passé et que si toutefois ils avaient pu franchir la barre, ils n'auraient eu Calédonie Ensemble qu'un seul élu. Alors, Luc Steinmetz, Alcide Panga qui est parti sous l'étiquette Agissons pour le Nord, mais pas Avenir en Confiance, qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois que c'est pour respecter la spécificité de la province Nord, c'est ce qu'on a compris dans leur explication. Hein. Ils ont toujours dit qu'ils agissaient de concert avec l'Avenir en Confiance, mais que le Nord constituait une entité, une collectivité très spéciale, et qu'il y avait là-bas des spécificités justement à conserver, à mettre en valeur. Et c'est sans doute ce qui explique leur choix de faire cette alliance au Nord sous le nom de Agissons pour le Nord. Mais on a bien entendu tout à l'heure qu'ils ont décidé de siéger au sein du groupe de l'Avenir en Confiance au Congrès, et par conséquent, ça confirme ce que je viens de vous dire. Louis-José Barbanson, Calédonie Ensemble perd du terrain en brousse. Philippe Gomez, on l'a entendu tout à l'heure, a mis en avant la crise économique, son emploi sur l'emploi, d'autres, la mise en place de la TGC, l'effritement de son électorat dans des zones qui lui sont habituellement acquises. C'est un fait nouveau ? Mais ça avait déjà commencé au niveau de la députation, hein, puisqu'on parlait de la foi tout à l'heure. Généralement, ça tourne autour de 1200 voix, les résultats, aux municipales ou aux premières députations. Lorsque Philippe Gomez a fait une campagne beaucoup plus ouverte vers le monde indépendantiste, toute son aile droite l'avait déjà quitté.
Là, moi, je lui donnais sur la foi, que je connais un petit peu en étant quand même conseiller municipal, je lui donnais entre 800 et 850 voix. Il en fait 727. Mais pourquoi? C'est parce que les Veilles océaniens ont fait 100. Là, il y a eu vraiment une perdition de ce côté-là. Maintenant, juste pour revenir pour tout à l'heure, pour bien préciser, sur le Sud, c'est 40% de l'électorat que le Calédonie Ensemble a perdu. C'est très très important. Et moi je m'excuse, mais il faut que je suis obligé de dire que toutes les raisons qu'a données Philippe Gomès sont exactes. Mais quand même, on ne peut pas jeter un voile pudique sur la gouvernance de ce gouvernement qui a beaucoup coûté de voix à Calédonie Ensemble. Et c'est pas, on est quand même obligé de dire cela. Messieurs, nous allons maintenant en province des îles. Au lendemain du scrutin à Lifou, le verdict des urnes était ce matin au cœur des discussions. Entre surprise, déception, encore satisfaction, les électeurs attendent beaucoup des femmes et des hommes fraîchement élus. Et c'est un reportage signé Philippe Méhoun et Philippe Kunzmann. Contestation, changement, le choix des 21 000 électeurs des loyautés redistribue les cartes au sein de l'hémicycle provincial. Changement pour de meilleures conditions de vie et pour un rajeunissement de la classe politique. Il faut prendre tous les jeunes pour prendre l'avenir du peuple. Il n'y a que des vieux là, dans les sièges. Là. Il faut faire mettre les jeunes qui ont des compétences. C'est ça que je dis qu'aujourd'hui, il faut que tout le monde travaille. Il ne faut pas laisser à l'abandon des enfants. L'avenir du pays, c'est nos enfants. Les jeunes, justement, se sont mobilisés pour ce scrutin, pour lequel 800 nouveaux inscrits ont été enregistrés, parmi lesquels des jeunes majeurs. En fait, on voulait voter en tant que jeune, c'est pour aussi le changement par rapport au travail, mais aussi par rapport à la vie de tous les jours. La cherté de la vie aussi à revoir. Le problème de la santé aussi. Il faut souligner qu'à chaque fois qu'on va chez le docteur ici à Lifou, c'est toujours des docteurs stagiaires. C'est pas normal pour un pays en voie de développement, en voie d'indépendance. Mais ici, quelles que soient les convictions, le verdict des urnes est respecté et les nouveaux élus sont sollicités pour travailler de concert pour l'intérêt général. Et dans la province des îles, si on voit qu'il y a des îles qui sont plus favorisées que les autres, nous on a besoin de s'exprimer par rapport à Ouvia déjà, qui est la plus petite île des 3 îles. Il reste beaucoup de choses à faire dans la province des îles. Et puis on compte sur nos élus pour faire ce travail-là. Il faut travailler ensemble. C'est dans l'ensemble que... j'estime que ça va être une bonne continuation et que voilà, quoi, ça va bien se passer, quoi. Puis on a confiance. Confiance en la nouvelle équipe qui sera à la tête de la province des îles, mais avec quelles alliances pour former une majorité? Un gros dilemme auquel sont confrontés l'UCF-LNKS et le PALICA qui devront composer avec le Parti travailliste et le LKS. Voilà, un sujet signé Sylvie Méhoun et Philippe Kunzmann. L'UC qui perd 2 sièges au profit du PALICA, mais une institution qui reste à 100% indépendantiste. Louis-José Barbanson, on l'a entendu tout à l'heure, ça va être compliqué, les alliances pour trouver une majorité? Je ne suis pas persuadé, puisqu'ils ont déjà travaillé ensemble. Ceci dit, les résultats des îles, c'est un échec pour M. Lallier. C'est un échec pour l'Union calédonienne qui perd 2000 voix. Il semblerait que, ça fait longtemps que je n'ai pas vu le PALICA sortir à marée devant l'Union calédonienne. Il semblerait que la division des groupes UC se soit reportée sur M. Bolo. Mais ce que je retiendrai aussi de cette élection des îles, c'est ce pas historique qui vient d'être franchi vous avez d'une femme menant une liste et étant élue. Ça, en milieu kanak, c'est un pas historique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la leçon de ça veut dire que si les personnalités masculines sont déficientes, une femme en milieu kanak peut prendre la suite, peut prendre la place. Et ça, c'est valable. L'exemple qui vient d'être donné, c'est valable non seulement pour les îles, mais ça s'adresse aussi au nord et au sud. Et ça, c'est vraiment une nouveauté, et je tenais à le préciser. Luc Steinmetz, les femmes qui doivent s'imposer en politique, je crois que vous acceptez complètement ce que vient de dire Louis-José Barbanson. J'avais eu l'occasion pendant la campagne électorale de dire que l'apparition
de Oméra Nesline sur la scène politique m'avait fait beaucoup plaisir. Ça ne veut pas dire que je partage ses idées, mais du point de vue de la connaissance du pays, je suis d'accord avec ce que vient de dire Louis-José, à savoir que ça a été une heureuse surprise. Et on connaît la phrase célèbre que la femme est l'avenir de l'homme. Moi, je considère depuis longtemps qu'en Nouvelle-Calédonie, dans le monde kanak en particulier, la femme kanak est l'avenir de ce pays. Et par conséquent, la campagne qu'elle a faite, son engagement personnel dans ses activités professionnelles, le soutien de son milieu coutumier, ça c'est important. Et puis finalement, maintenant, sa percée dans cette élection, je trouve que c'est prometteur pour l'avenir. Voilà, ça c'est quelque chose qui est positif. Alors, très rapidement, Louis-José Luc Steinmetz, le fait qu'il n'y a toujours pas de non-indépendantistes au sein de l'institution, c'est quelque chose qui vous choque ? Ça me choque. C'est le résultat de leur turpitude, entre guillemets, c'est-à-dire du fait qu'ils n'ont pas été capables de s'unir. C'est regrettable. Il faut tout de même remarquer qu'entre les élections de 2014, où il y avait une liste unique, et puis le total des voix qui ont été obtenues cette fois-ci par les deux listes séparées, il y a beaucoup plus de voix cette fois-ci, donc il y a quand même eu un progrès. Oui, hein. Sauf que et puis en plus, juste terminer, et pour dire aussi que par contre, il manque le potentiel d'à peu près 2300 voix qui étaient représentées par le non à l'indépendance au moment du référendum. Ce qui prouve bien qu'il y a eu un problème de ce côté-là. Mais l'UC, je reviens aussi très rapidement sur l'échec de M. Lallier. C'est sûr que, entre guillemets, c'est la présence en tête de liste de M. Lallier qui n'a pas été comprise, qui est à la source des difficultés de la liste UC. Et moi, à titre personnel, je le regrette pour M. Nekone Peoun, qui a été un bon gestionnaire. Et c'est en plus quelqu'un que j'ai eu en étudiant en droit. Et ça, je regrette qu'il disparaisse pour l'instant de la scène politique de l'Assemblée de la province des îles. Moi, je voulais simplement rajouter que l'addition de M. Loïcotte et de M. Naroué ne leur permettait pas, de toute façon, avec ces résultats-là, d'obtenir un siège. Maintenant, dans une dynamique, ça on ne sait pas. Pour revenir aussi sur cette arrivée des femmes dans la cité, en dehors de Madame Nesline, il faut quand même noter que le Palika fait 2 sièges, ça fait quand même très très longtemps, et peut-être qu'aussi que c'est l'arrivée de Wally qui est dynamique, qui apporte un renouveau, qui a peut-être aussi aidé le Palika. Messieurs, nous allons parler maintenant des petites listes. Elles ont été nombreuses durant ce scrutin. Construire autrement, le ministre ou encore Acte, quel bilan tirer des petites listes. Ces jeunes formations politiques peu connues, souvent porteuses de nouvelles propositions, n'ont pas atteint la barre des 5%. Leurs analyses de cette défaite dans ce reportage de Lorelai Aubry et de Cédric Michaud. 25 listes concouraient pour les élections provinciales et naturellement, les moins établies ont eu du mal à survivre suite au scrutin. À l'instar de Construire autrement qui réalise pour sa première élection un score de 2,6%, Joël Casarérou, tête de liste pour le Sud, avait misé sur un rassemblement en dehors des vieux schémas avec une union des indépendantistes et des non-indépendantistes. Visiblement, cette stratégie n'a pas fonctionné. Ça ne veut pas dire qu'elle ne fonctionnera pas. Puisqu'en fait, quoi qu'il arrive, on sera amené à vivre ensemble, on sera amené à mettre ensemble, à discuter ensemble et à agir et à gérer ensemble. Donc pour nous, on a peut-être un coup d'avance. On a eu raison trop tôt. Il y a 3 mois, on n'existait pas. Aujourd'hui, on existe. Aujourd'hui, on a su faire passer les idées et c'est ça qui est vraiment très important. La nouvelle génération d'indépendantistes sous l'étiquette MNIS n'aura pas réussi non plus à soulever des montagnes. Manque de visibilité, de financement ou d'expérience, le projet de société porté par Luther Vudjo n'a séduit que 1,7% des électeurs. Nous sommes partis de zéro, toutes les voix que nous avons gagnées. Ça fait près de 2000 à l'ensemble du territoire pour les 3 listes MNIS. Donc ce ne sont pas des voix perdues, il n'y a aucune des voix perdues, c'est que des voix gagnées. Nous prenons ça comme une forme d'expérience politique. Et nous sommes de plein pied donc, dans l'expérience politique, nous allons y entrer. Mais ce n'est pas forcément une expérience politique, c'est que nous devons en faire un élément de gain de compétences en matière politique. Ensuite, c'est voir comment, au fur et à mesure, on peut faire en sorte que notre projet puisse être porté.
En dépit de la défaite, beaucoup de ces nouveaux leaders n'abandonnent pas sur le terrain des idées et veulent s'installer durablement dans le paysage politique calédonien. En attendant, il faudra se refaire une santé financière. Le remboursement des frais de campagne n'est accessible que pour les partis dépassant les 5% d'inscrits. Luc Steinmetz, multiplication des listes, faible taux de participation, à qui cela profite-t-il? Ou à qui cela porte-t-il préjudice? Écoutez, je commencerai par dire, moi, que le total des voix qui ont été déclarées inutiles, c'est-à-dire qui ne sont pas rentrées dans le partage des sièges, est tout de même impressionnant, puisqu'on a au total en 2019, sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, plus de 17 000 voix qui se sont donc portées sur des listes qui n'ont pas franchi la barre. Donc des voix perdues? Alors, on appelle ça, du point de vue électoral, des voix inutiles, des suffrages inutiles. Elles sont perdues, d'abord pour ceux qui ont perdu complètement la possibilité d'être représentés, et puis en même temps, ce sont des voix qui ne sont pas porteuses de sièges, qui ne produisent pas des sièges. Donc oui, du point de vue strictement électoral, elles sont perdues. Dans l'immédiat, ceux qui viennent de parler maintenant disent qu'ils ont construit quelque chose qui va grandir dans l'avenir et que finalement le combat ne fait que commencer. Ben, il faut leur souhaiter. Mais je voudrais juste préciser une chose, c'est que la sanction va être très lourde du point de vue financier aussi. Parce que tous ceux qui n'auront pas dépassé les 5% des suffrages exprimés ne seront pas remboursés. Et je me rappelle que dans de précédentes élections, il y a quelques candidats qui avaient subi un cuisant échec financier du fait justement du non-remboursement de leurs frais de campagne. Louis-José Barbançon, sur ces fameuses voix perdues. D'abord, ces voix, elles sont perdues uniquement arithmétiquement, électoralement, parce qu'elles ont exprimé quel message. Oui, bien sûr. Elles ont exprimé quelque chose aussi. Et on ne peut pas ne pas en tenir compte. Si je prends sur la province sud, la dernière fois, l'ensemble des voix qui avaient été écartées représentait 7% des exprimés. Là, on en est à 19% des exprimés. Et si l'éveil océanien n'avait pas passé la barre, on aurait été presque à 25% des exprimés. C'est-à-dire qu'un électeur sur 4. Alors, en quoi c'est important? C'est important parce que la dernière fois, 93% des exprimés avaient les élus qui étaient dans les provinces venaient de 93% des exprimés. Aujourd'hui, ils viennent que de 80%. C'est déjà tout à fait acceptable, tout à fait honorable, il n'y a pas de problème. Si ça augmente trop, c'est gênant. C'est gênant parce que nos élus, ce ne sont pas des élus qui ont uniquement à gérer un pays, un budget, une fiscalité, une économie. C'est aussi des élus qui doivent gérer une période de décolonisation, des accords de décolonisation, et pour cela, il faut qu'ils soient encore plus légitimes que les élus d'autres démocraties. Alors, monsieur, on va parler de l'avenir, justement, la question de l'avenir institutionnel porté en étendard lors de cette campagne des provinciales est relancée, avec notamment le déclenchement du deuxième référendum le plus rapidement possible, souhaité par l'Avenir en confiance, sorti grand vainqueur de ce scrutin. Explication avec Cheikh Mariaï. Avec 28 élus loyalistes et 26 indépendantistes, les alliances pour la composition du futur congrès pourraient bousculer les lignes politiques. Car si la liste Agissons pour le Nord d'Alcide Ponga soutient l'Avenir en confiance, le parti de Sonia Backès serait certain d'avoir 18 sièges, soit le tiers des élus du congrès, pour déclencher l'organisation d'un deuxième référendum en 2020, voire fin 2019. Je rappelle que le maître des horloges, c'est quand même Paris. Mais s'il y avait une volonté par un tiers des membres du Congrès donc, à venir en confiance, plus un avis favorable du Congrès, plus un avis favorable du gouvernement, mais il est trop tôt pour Paris, finirait par fixer la date probablement plus tôt que ce qui était prévu. Et donc, les 3 référendums pourraient être terminés fin 2020 si vraiment on allait au plus vite. Je ne suis pas certain qu'on force les feux à ce point. Mais juridiquement, c'est possible. Juridiquement faisable, mais accélérer le calendrier référendaire ne serait pas favorable à la Calédonie et aux Calédoniens, selon Élie Poigoun, président de la Ligue des droits de l'homme. Il faut qu'on applique ces programmes-là. On a été élus pour ça. Donc il ne faut pas qu'on se concentre déjà dès maintenant, parler de référendum, parce qu'on ne va rien faire.
On va rien faire sur l'évolution des conditions de vie des gens. Le quotidien des Calédoniens. Je pense que c'est essentiel. Ils ont été élus pour 5 ans. Mais pendant ces 5 ans, il faut faire évoluer la situation. J'ai parlé tout à l'heure des conditions de vie qui n'ont pas évolué, n'ont très peu évolué pendant 20 ans. Après la séquence provinciale, les discussions devraient reprendre entre les groupes politiques sur la question de l'avenir institutionnel. Reste à trouver une solution consensuelle pour l'avenir du pays. Un pari sur l'intelligence collective en cette dernière mandature de l'accord de Nouméa. Luc Steinmetz, accélérer le calendrier référendaire, vous le voyez comment ? C'est-à-dire qu'on peut imaginer que la succession de ces référendums, plus toutes les échéances électorales qui vont tomber d'ici 2022, municipales, législatives, présidentielles, c'est vrai que ça va être de nature à prolonger l'incertitude dans laquelle la Nouvelle-Calédonie se trouve. Et que l'idée d'essayer d'avancer un petit peu le processus pour qu'on sorte le plus rapidement possible de cette espèce de tunnel d'incertitude, c'est plutôt une idée qu'il faut méditer, sur laquelle il faut se pencher. Mais si juridiquement, Patrice Jean le disait à l'instant même, il est possible d'avancer un petit peu le calendrier, il y a tout de même des contraintes organisationnelles. C'est que pour organiser un deuxième référendum, éventuellement un troisième, il faut du temps. C'est une énorme machine à mettre en place. Et je me demande, même s'il y avait le plus rapidement possible au Congrès la demande d'organisation d'un référendum numéro 2 vite fait, eh bien, si l'État, après les avis locaux recueillis, prenait la décision de l'organiser, je ne sais pas s'il aurait le temps matériel de l'organiser beaucoup plus avant de novembre 2020, qui est la date limite à laquelle il pourra l'organiser. Parce que si on regarde le calendrier, il serait obligé de l'organiser à la rigueur vers septembre. Donc, vous voyez, ça fait gagner quelques mois seulement. Le José Barbanson, on l'a entendu pendant cette campagne, entre ceux qui veulent un référendum partagé, d'autres comme l'Avenir en Confiance ou FLNKS qui veut rester dans le cadre de l'accord de Nouméa. Ce calendrier référendaire, tout le monde a envie un petit peu de regarder au plus près. Comment vous le voyez, vous ? Moi, je pense que c'est un faux débat. Ce qui se fera, c'est ce que le FLNKS voudra, parce que l'État ne fera pas autre chose. Point final. Donc, avancer ou pas un référendum. Mais je trouve ce qui est important quand même, c'est de réfléchir entre la différence qu'il y a pu y avoir entre l'engagement des Calédoniens au moment du référendum pour aller voter, et puis une abstention importante qui touche tous les partis. Dans le Nord, il y a plus de 8000 voix pour le non, il y a à peine 4600 si on additionne les deux. Dans le Sud, le FLNKS, il y avait 24 000 voix pour le non, le FLNKS fait 12 000, si on rajoute les autres, ça fait 13 000. Donc tous les partis politiques sont touchés par ce nouveau type d'abstention. Jusque-là, on avait une abstention je m'en foutiste. Maintenant, on a une abstention vraiment protestataire. Et avec l'addition des petites listes, les messages qu'elles ont voulu passer, cette abstention protestataire, il est clair que les partis politiques doivent, quels qu'ils soient, réfléchir, et peut-être aussi que les médias doivent aussi réfléchir, en lieu d'avoir une seule ligne rédactionnelle, de taper sans arrêt sur les élus et sur la démocratie représentative. On va essayer de faire bien. Luc Steinmetz, on va demander à tous les deux, on va regarder cette nouvelle représentation politique du Congrès rapidement, chacun, un commentaire. Luc Steinmetz. Il va falloir tout de même que ce congrès où il y a, semble-t-il, 2 grands blocs, mais en même temps, à l'intérieur de chaque bloc, des divisions, il va falloir que ça s'organise pour permettre la mise en place de la présidence de chaque province, l'exécutif provincial, puis idem pour le congrès, puis pour élire le gouvernement, puis ensuite pour élire le président. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de choses à faire, et il va falloir ensuite que sur un mandat de 5 ans, tout ça reste à peu près solide et stable. Louis-José Barbanson, très rapidement, pour terminer. Sur la composition du Congrès, moi je reste sur ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il y a pas 25 et 28, il y a 25, 26 et 3. Si on écoute bien ce qu'a dit Léveille et Soignien, et il faut quand même les écouter, c'est comme ça que ça se présente pour le moment. Ensuite,
tout ce que vient de dire Luc, eh bien, tout est possible. Il est possible que les indépendantistes arrivent à avoir 5 ministres. Il est possible qu'ils n'en aient que 4. Arithmétiquement, tout est possible. Je prends juste un exemple rapide. Rapidement, s'il vous plaît. Très rapidement. Je prends un exemple qui n'a aucun sens d'un point de vue politique, mais simplement arithmétique. Si Calédonie Ensemble faisait une liste avec l'éveil océanien, avec 10 voix, ils ont 2 ministres. Autrement, il y en a qu'un. Donc, c'est impossible, mais ça peut se faire. Messieurs, merci encore d'avoir accepté notre invitation pour cette édition spéciale. Merci pour votre éclairage. Rapidement, en radio, demain, l'invité de la matinale sera Camille Gauthier, vice-présidente de l'association 10NC. Elle sera l'invitée de la matinale donc, et nous reviendrons sur ces troubles de l'apprentissage qui affectent certains enfants. Rendez-vous dès 7h et vos questions au 258. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur La Première et à demain. Merci de rien. L'info continue sur lapremière.nc.